Auteur d'une quinzaine d'ouvrages souvent associés à vos réalisations, le grand public vous découvre plus particulièrement en 2008 avec Le Monde selon Monsanto, film documentaire mettant en cause la multinationale américaine Monsanto. On se rappelle qui sont à l'origine de la commercialisation du Roundup. Pour ceux qui ne vous ont pas encore reconnu, en 2016, vous réalisez le film Qu'est-ce qu'on attend, qui met en avant l'expérience du village alsacien Mungersheim, montrant qu'une nouvelle voie est possible et que la transition écologique est donc bien en marche. Enfin, pour ceux qui auraient encore un doute sur votre identité, vous venez de réaliser Du travail pour tous diffusé sur M6 en mars dernier, qui sortira prochainement donc en octobre au cinéma, et où vous racontez une aventure et une dynamique humaine exceptionnelle qui a pour but d'éradiquer le chômage de longue durée sur le territoire du Grand Moléon, regroupant 7 communes et plus de 8 000 habitants, et situé dans les Deux-Sèvres, le département dont vous êtes originaire. Une expérience qui mérite bien sûr vos commentaires et explications. Marie-Monique Robin est bien l'invitée d'ici tout va bien. Bonjour Marie-Monique Robin. Bonjour. Le film documentaire Du travail pour tous, c'est encore une mise en avant d'une expérience qui fonctionne et qui ouvre une voie vers la transition écologique. Comment s'est mis en place ce documentaire sur ce territoire zéro chômeur de longue durée qui a nécessité une présence sur 3 ans et dont l'heureux dénouement n'était pas connu quand vous l'avez démarré? Ah oui, c'était pas du tout connu, ça a même été un sacré pari, y compris du point de vue de la production. Moi, j'avais entendu parler de cette initiative qui a été portée par ATD Carmonde, donc qui a obtenu le vote d'une loi au Parlement et au Sénat début 2016, et qui permet de transférer l'argent que coûtent les chômeurs de longue durée. Alors, ils ont estimé que c'était à peu près 18 000 euros par an et par personne. Alors, si on tient compte de tout, le RSA, le résidu de chômage, mais aussi parce que toute la pauvreté, voilà, c'est ça. Donc, cette loi, elle permet de transférer de l'argent que pourraient coûter ces chômeurs à la société vers le compte d'une entreprise dite à but d'emploi. Alors, comme son nom l'indique, c'est une entreprise dont le but, c'est d'abord d'employer les gens. Donc, on les embauche et après, on cherche le travail qu'on va leur faire faire. Et donc, moi, j'ai entendu parler de cette histoire et j'ai décidé de suivre l'expérimentation sur l'une des villes qui s'était portée volontaire, donc Moléon dans les Deux-Sèvres. Et j'ai commencé à filmer en 2015, c'est-à-dire avant même que la loi ne permette véritablement la création d'entreprises. Donc j'ai vu des chômeurs de longue durée qui allaient très mal, qui vivaient dans une grande précarité, certains étaient alcooliques, certains étaient dépressifs, voilà, et finalement ils se sont battus pour que, aux côtés de la Carmonde, pour que la loi soit votée, et j'ai donc suivi tout ça, la création d'entreprises, et j'ai vu comment tous ceux qu'on appelait les cassos, parce qu'eux-mêmes le disent, donc les cas sociaux, vous voyez, ce qui est un terme terrible en fait, eh bien, se sont transformés physiquement, moralement, ont créé l'entreprise, l'ont développée, et aujourd'hui à Moléon, il n'y a plus de chômeurs de longue durée. Enfin, en tout cas, tous ceux qui voulaient être embauchés l'ont été. Il y a plus de 80 salariés, donc embauchés à contrat à durée indéterminée. C'est énorme quand on voit ce film, c'est énorme. Ah oui. De penser cette transformation, comme vous le dites. Ah oui, énorme. Ah non, mais franchement, c'est époustouflant, et c'est ça la magie de la chronique, de filmer les gens sur le long terme, quoi. Et de voir cette transformation, on la voit devant la caméra, ils n'ont plus la même tête, ils n'ont plus le même corps. Souvent, en 2015, ils vont mal, ils n'arrivent pas à s'exprimer, ils parlent pas, enfin, et là, ils ont changé de tête, ils parlent, ils se sont vraiment investis, cette entreprise, c'est leur entreprise, et on voit aussi qu'ils sont heureux de rendre des services à leur territoire, parce que l'entreprise, donc, telle que le prévoit la loi, ne doit pas rentrer en concurrence évidemment avec l'économie classique. Il ne faut pas détruire des emplois pour en créer d'autres, ça n'a pas de sens. Donc il faut trouver des niches. Mais en fait, des niches, il y en a plein sur tous nos territoires. Il y a plein de services et de besoins qui ne sont pas satisfaits parce que personne ne les fait, parce que c'est pas rentable, vous voyez. Et en fait, aujourd'hui, et les dernières nouvelles sont absolument extraordinaires, c'est-à-dire qu'ils croulent sous le travail. C'est-à-dire, voilà, plein de petites missions qui rendent service. Ça peut être emmener des personnes âgées à des médecins, à des rendez-vous médicaux. Ça peut être aider d'autres personnes âgées à faire leur jardin, parce que voilà, jardin potager. Ça peut être tout ce qui est activité de recyclage. On découvre qu'en France, on enfouit toujours des quantités industrielles véritablement de palettes, de déchets textiles, de fenêtres, etc. Donc eux, ils réhabilitent tout ça, ils font de ces déchets des matières premières. Et en fait, ils développent un modèle d'économie circulaire au service des territoires et des gens.
Et c'est vraiment pour moi un modèle pour l'avenir. Et alors, Donc le film sortira effectivement au cinéma avec un titre que j'annonce déjà. Oui. C'est la Nouvelle Cordée. Pourquoi on change d'intitulé Parce que la version télévision, c'est une version avec du commentaire, c'est une version télé, quoi. La version cinéma, il n'y a pas du tout de commentaire, c'est un autre film, hein, c'est la même histoire, mais racontée autrement. Elle est racontée uniquement par les anciens chômeurs, c'est eux qui racontent l'histoire, et qu'on voulait un nouveau titre, parce que c'est pas le même film, c'est la même histoire, mais c'est pas le même film. Et Nouvelle Cordée, ça fait évidemment allusion, référence. Voilà, au premier de cordée de notre président. Voilà. Vos dernières images datent d'un an à peu près, et comme vous venez de le dire, vous êtes toujours au courant, vous suivez ce qui se passe, l'actualité de cette région, donc. Pour la version cinéma, j'ai continué à tourner jusqu'à il y a 2 mois, hein, donc ça va plus loin dans le temps, la version cinéma. Je m'étais arrêtée en juin 2018 pour la version télé, mais j'ai tourné jusqu'en février 2019 pour la version cinéma. Donc on voit vraiment, la version cinéma commence par l'embauche des derniers chômeurs de longue durée, voilà. Et Moléon, le maire, qui proclame que c'est le premier territoire zéro chômeur de longue durée de France. Voilà. Marie-Monique Robin, quand on regarde ce que vous faites, il semble que si beaucoup de vos réalisations de dénonce nous incitent à regarder une réalité dure et cruelle, souvent, vous nous donnez aussi vous nous donnez aussi à voir ce qui fonctionne. Alors, faut-il dénoncer aussi montrer ce qui est positif? Cette conjugaison est-elle nécessaire pour changer le monde, qui est un peu votre défi, si j'ai bien lu et entendu ce que vous dites? Je pense que les deux sont absolument indispensables et complémentaires. En fait, moi, depuis 35 ans que je fais des films, c'est pas 40, j'ai 200 œuvres déclarées à la SCAM, c'est un peu plus que ça. J'ai fait beaucoup de films pour dénoncer, effectivement. Alors, bien avant Le Monde selon Monsanto, j'avais fait un film dont on a beaucoup parlé en 1995, pour donner un exemple, où j'avais eu le prix Albert Londres sur le vote d'organes, par exemple. 2003, un film et un livre auquel je tiens beaucoup, Escadron de la mort à l'école française, qui montrait comment les Français avaient exporté les méthodes de torture utilisées pendant la guerre d'Algérie vers l'Argentine, le Chili, etc. Donc voilà. Et beaucoup de films pour dénoncer l'impact sur l'environnement, les semences, etc., du modèle agro-industriel. Et à partir de 2012, je me suis dit que j'allais continuer évidemment à soutenir les lanceurs d'alerte, ceux qu'on appelle les lanceurs d'alerte, mais qu'il fallait aussi soutenir ceux que j'appelle les lanceurs d'avenir, c'est-à-dire ceux qui montrent qu'on peut faire autrement, qu'un autre monde est possible ici et maintenant. Mais je le fais de la même manière, c'est-à-dire c'est de l'investigation. Quand on me dit par exemple on ne pourra pas nourrir le monde sans pesticides, eh bien je prends ça au pied de la lettre, je fais le tour du monde, ça donne un film et un livre qui s'appelle Les Moissons du futur, où je montre finalement, et c'est pas moi qui le dis, c'est tous ceux que j'ai rencontrés. Là j'avais travaillé en l'occurrence avec le rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, M. Olivier de Scuter, qui avait fait un rapport sur l'agroécologie. Eh bien le résultat c'est que si, bien sûr qu'on pourrait nourrir le monde beaucoup mieux qu'on ne le fait aujourd'hui, sans pesticides. Voilà. Quand on nous dit, vous savez, il y a une phrase assez terrible de Madame Margaret Thatcher quand elle était Premier ministre au Royaume-Uni, qui avait dit "There is no alternative", il n'y a pas d'alternative. Alors voilà, est-ce qu'il n'y a pas d'alternative, par exemple, au modèle fondé sur la croissance illimitée de la production et de la consommation, alors qu'on sait que nos ressources sont limitées et que la capacité de la Terre à encaisser les déchets que nous produisons, parmi lesquels évidemment le CO2 qui provoque le dérèglement climatique, est-ce qu'il n'y a pas une alternative à ce modèle? Et donc c'était Sacrée Croissance, un film et un livre que j'ai fait donc en 2014, qui ont inspiré d'ailleurs le film Demain. Donc j'ai fait le tour des alternatives mondiales qui montrent qu'il y a un autre modèle possible que celui fondé sur le toujours plus, toujours plus. Donc voilà, c'est à chaque fois une investigation, est-ce qu'on peut faire autrement? Après Sacrée Croissance, que j'ai d'ailleurs présenté, il a été diffusé sur Arte, puis après je l'ai présenté dans plein de cinémas en France, notamment en Alsace. C'est comme ça que j'ai entendu parler de l'histoire du village de Hungersheim. J'ai donc fait un film pour le cinéma qui s'appelle Qu'est-ce qu'on attend, comme vous l'avez dit, où on voit, donc c'est tourné pendant un an, comment un village se mobilise avec son conseil municipal pour développer un modèle totalement alternatif et aussi qui est un modèle, encore une fois, là, de développement durable, vous voyez, dans le domaine de l'habitat, de l'alimentation, de l'énergie. Enfin, c'est une histoire absolument extraordinaire, l'histoire de Hungersheim. Donc voilà. Donc je pense que on a besoin de dénoncer ce qui
va mal dans ce monde, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont mal, mais je pense que c'est aussi notre travail, nous les journalistes, d'investiguer les possibles, donc et de soutenir donc les lanceurs d'avenir, voilà. Non, c'est possible. Vous avez même fait un ouvrage littéraire où vous projetez en 2038, où les transports doux sont présents, le tramway, le train, le vélo. L'OMC a été démantelé, la semaine de 20 heures est en route. Donc, vous êtes une utopiste aussi, on pourrait dire ou... Alors ça, c'est mon livre Sacrée Croissance, donc sorti en 2014. La version poche sort là dans 3 semaines, hein, donc je suis très contente. De l'actualité encore, plein d'actualité. Voilà, avec une préface de l'économiste que j'aime beaucoup, Gaël Giraud. Donc effectivement, j'ai imaginé qu'en 2014, donc c'était Monsieur François Hollande, mais ça pourrait être Monsieur Macron, c'est pareil. J'ai imaginé, c'est ce qu'on appelle une uchronie en littérature, que Monsieur Hollande avait compris que la croissance n'était pas la solution, mais c'était le problème, et lancé la grande transition. Et j'ai écrit mon livre donc 20 ans plus tard, et je raconte donc comment nous avons réussi la transition, comment nous avons évité l'effondrement collectif qui est ce qui est en train de se préparer là, hein, et stopper le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, etc., en revoyant complètement notre système économique. Et je raconte comment on a fait. Alors moi, je n'invente rien, parce que moi, je suis journaliste. Hein. Donc, je me suis fondée pour faire cette prospective sur toutes les études théoriques faites par des sociologues, des économistes, mais aussi tous les savoirs pratiques, parce que partout, il y a des lanceurs d'avenir, hein, dans le domaine de l'alimentation, l'agriculture, l'énergie, partout dans le monde. Donc, je me suis fondée là-dessus pour... imaginer, voilà, comment on pourrait faire. Et une réalité de demain, une possible réalité. Ah oui, on peut le faire. C'est pas du tout de la science-fiction dans le sens où j'invente des choses. Non, d'ailleurs, même si j'écris mon livre en 2038, j'y raconte, voilà, sur quoi on s'est fondé pour pouvoir. On sait ce qu'il faut faire. Vous prenez de l'énergie. Il y a le rapport Négawatt qui est très bien fait par des spécialistes de l'énergie qui disent comment il faut faire la feuille de route pendant 20 ans. Et donc moi, je n'ai fait que synthétiser tout ça, c'est-à-dire ces savoirs théoriques et pratiques qui nous permettent de changer de cap et d'éviter l'effondrement. Donc le problème, si on ne change pas, c'est pas parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut, c'est une volonté politique. Et c'est ça que j'ai imaginé. Et c'est ça l'Uchronie, c'est que j'ai imaginé que le président de la République avait compris et qu'il lançait la grande transition. D'ailleurs, petit clin d'œil, quand j'ai écrit mon livre en 2014, je raconte que cette transition est confiée à Monsieur Nicolas Hulot. Vous voyez, c'était avant. Voilà. Donc c'est juste avant. Donc, voilà, ce livre sort là parce qu'il y a une actualité. Évidemment, le livre était très précurseur à l'époque. Et là, avec toute l'actualité, entre-temps, on a eu un ministre de l'écologie, enfin, je veux dire, de la transition, enfin voilà. Et puis les dangers qui se font de plus en plus précis et concrets. Eh bien, mon éditeur a découvert, ça a dit que ce livre était toujours d'actualité, bien sûr, parce que comme je l'ai écrit en 2034, vous voyez, voilà. Donc, mais c'est très intéressant aussi, tous ceux qui l'ont lu, parce qu'ils se disent, on voit vraiment concrètement quelles sont les mesures qu'il faudrait prendre pour que tout ce qui se passe au niveau local, toutes ces initiatives alternatives qui montrent qu'on peut faire autrement, mais pour qu'on change d'échelle, quoi, et qu'on aille plus vite. Donc on a besoin des politiques, on a besoin des mesures qui font qu'on décide, par exemple, je raconte que M. François Hollande, l'une des premières mesures qu'il prend, c'est de militer auprès de la communauté européenne pour que soit votée une directive qui interdise définitivement l'obsolescence programmée, par exemple. C'est-à-dire que, voilà, désormais, les fabricants qui mettent sur le marché des produits qui ne sont pas réparables facilement, alors des imprimantes, parce qu'on a tous des problèmes avec nos imprimantes, des téléphones portables qu'on ne peut pas réparer, qu'on ne peut pas garder pendant 30 ans, alors ils n'envoient pas en prison parce qu'on n'est pas dans une... Mais on met une taxe très très forte qui fait que ça décourage, et à la fin on fait plus d'imprimantes qui ne tombent en panne au bout de 3 ans, quoi, vous voyez. Et ça, il y en a besoin de lois qui disent que l'obsolescence programmée, c'est un crime contre les écosystèmes. On n'a pas le droit de fabriquer des objets qu'on ne peut pas réparer, d'autant plus qu'on sait qu'on peut les réparer. Et ça, on a besoin des politiques pour ça. Et vous touchez quelque chose là, c'est vrai que souvent on dit c'est bien les actions qui se passent localement, c'est bien ceci, de toute façon il y a des gens qui disent moi je crois plus qu'en ceci, cela, mais il nous faut aussi des lois qui avancent, il faut des gens qui poussent les lois. Bien sûr. Non mais sinon, vous savez, tout seul avec nos petits bras, même tout seul, on a plein de bonne volonté, c'est très bien, on est content de voir qu'il
il y a de plus en plus de demandes pour les produits bio, très très bien, mais il est très clair que, vu l'urgence dans laquelle nous sommes, je ne voudrais pas vous casser le moral, mais enfin, si on lit bien les rapports comme moi je l'ai fait, le dérèglement climatique, c'est très sérieux, il est en train de s'emballer, et il faut réagir très vite si on veut éviter le pire. L'effondrement de la biodiversité, mais vous vous rendez compte qu'on est en train de préparer, on n'est pas en train de préparer, nous sommes en pleine 6e extinction des espèces. J'aurais quand même rappelé que les 5 extinctions précédentes, c'est 95% des organismes vivants qui ont disparu, donc nous sommes en train de programmer notre disparition, il faut être bien clair là-dessus. Et c'est inouï de voir l'inertie des politiques par rapport à des enjeux aussi importants. Voilà. Alors, on n'a plus beaucoup de temps pour agir. Ça y est, de plus en plus de gens qui en sont conscients. Et donc maintenant, il faut absolument, des politiques publiques qui encouragent par tous les moyens la transition écologique dans le domaine de l'alimentation, de l'énergie, de l'habitat, du transport. Et la bonne nouvelle, c'est que ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Depuis 7 ans maintenant que je fais des films qui investiguent les alternatives. Eh bien, partout où je suis allée, partout dans le monde, tous ceux qui font ces initiatives alternatives vont beaucoup mieux qu'avant. Donc, c'est ça qui est quand même super, c'est que c'est pas du sacrifice, c'est pas, oh mon Dieu, ça va être terrible, il va falloir se serrer la ceinture. Non, tous ceux qui sont dans une démarche alternative, ils sont contents, ils retrouvent du sens à leur vie. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé mon film Qu'est-ce qu'on attend, parce que franchement, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, vous savez, c'est un petit clin d'œil aussi. Oui, ça. Tout à fait. Oui, bien sûr. On est en train de s'enfoncer dans le malheur collectif, là, avec comme seule perspective un effondrement qui fait que nos enfants vont vivre à l'enfer dans les années qui vont venir, et alors que, on peut faire véritablement autrement et que ce serait beaucoup mieux pour notre morale, pour tout, quoi. Oui. Et justement, je vous parlais un petit peu d'utopie. Vous, c'est quelque chose que vous... parce que j'avais une réflexion d'Édouard Galeano, que vous connaissez certainement, bien évidemment, qui a dit l'utopie est à l'horizon, je fais 2 pas en avant, elle s'éloigne de 2 pas, je fais 10 pas de plus, elle s'éloigne de 10 pas, aussi loin que je puisse marcher, je ne l'atteindrai jamais. À quoi sert l'utopie? À cela, elle sert à avancer. Et moi, je me demandais, vous avancez comment dans ce monde? Moi, j'avance parce que je peux pas me résoudre à accepter ni l'état du monde dans lequel, l'état du monde actuel, ni cette perspective qui est encore une fois l'effondrement. C'est absolument insupportable. Et donc voilà. Le pessimisme, non. Je dis toujours en rigolant que il faut garder le pessimisme pour des jours meilleurs. Aussi, je cite Mathieu Ricard qui dit pas qu'il est trop tard pour être pessimiste. Donc voilà. Oui. Moi, je suis mère de 3 enfants. Enfin, c'est des jeunes filles, elles sont étudiantes, mais tant que je serai debout, je me battrai pour éviter le pire. Et voilà. On n'a pas le choix. On ne peut pas faire autrement. Alors moi, je cite souvent une citation aussi du philosophe de l'Antiquité Sénèque qui dit ce n'est pas parce que on n'a pas réussi. C'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, mais parce qu'on n'ose pas que les choses sont difficiles. Voilà. Il faut oser, et vous voyez, quand on commence à oser, tout se dénoue, et finalement, au moins, déjà c'est bon pour le moral, parce que sinon, si on regarde la réalité du monde aujourd'hui, il y a quoi vraiment être déprimé, et voilà. Et donc, mon moteur, c'est qu'on peut encore changer ce monde et qu'il faut tout faire pour y arriver. Et votre prochaine actualité, elle va s'ancrer dans la... Alors, je sais que vous m'avez dit qu'il y a le film qui sort, il y a un bouquin qui sort, mais vous, votre travail prochain, il va s'ancrer dans la dénonciation ou dans l'espoir? Curieusement, je suis en plein dessus, mais je ne peux pas vous dire parce que c'est secret. Mais en tout cas, ça sera l'un et l'autre. Donc, c'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Donc, eh bien, merci Marie-Monique Robin pour cette interview.